Bonjour à tous. On va démarrer par une petite question. Qui ici a, dans les 3 dernières années, mis en place un broker? Un Kafka, un PubSub, un système événementiel? OK. Gardez la main levée et gardez la main levée si, pour faire votre choix, vous avez évalué les différentes technologies en comparant minutieusement, en écrivant un ADR, en mettant votre contexte pour comprendre laquelle était la plus adaptée. Et enfin, gardez la main levée si, au même titre qu'un Kafka ou un PubSub, vous avez inclus votre base de données actuelle en étant conscient et honnête sur le choix. Il reste plus grand monde. Et je ne suis pas étonné. Ça fait des années que j'ai un a priori sur le fait de faire ça. Et il y a quelques temps, j'ai dû confronter cet a priori à la réalité et me justifier. Et en fait, quand j'ai cherché le pourquoi, en fait, je ne savais pas. Alors j'ai creusé, j'ai designé, et j'ai découvert finalement beaucoup de simplicité, parfois d'élégance. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de remettre l'option sur la table pour vous, pour vos futurs designs. Alors, je suis Julien Lampin, je suis architecte, expert MongoDB, et j'interviens sur les problématiques d'architecture distribuée. J'ai notamment travaillé sur le moteur d'offre d'ADO, le roi Merlin, et sur le moteur de prix de Decathlon. Les deux projets ont un peu le même point commun. Ils drivent beaucoup de données, de centaines de millions dans la base, des millions quotidiennes. Mais aussi, ces architectures, on va privilégier la résilience à la rapidité. On ne veut pas perdre de message, on veut être disponible. Mais par contre, on n'est pas à quelques secondes près pour traiter le flux entier. Et dans ce genre d'architecture, généralement, on a besoin de mettre des brokers pour communiquer entre nos composants. Donc, parmi les plus connus, Kafka, PubSub, RabbitMQ, ils ont tous leurs particularités, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont extrêmement performants. Si on prend Kafka, il a été inventé en 2011 par LinkedIn pour gérer des logs persistants et donc des millions par seconde. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup de problématiques à gérer, nous, avec des millions de par seconde nécessaires. Si on prend PubSub, il va être extrêmement élastique. Et en architecture, tout a un coût. Cette performance, vous la payez sans doute en lisibilité, en monitoring, en feature. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas les utiliser. Moi-même, je les utilise sur mes designs. Par exemple, si je prends une architecture classique, on va voir l'API, et nous, généralement, on met un Kafka derrière. Le but, c'est d'isoler l'API du reste du système. On veut de la disponibilité, on veut répondre vite. Une autre feature que ça va nous apporter, c'est que c'est persistant, donc on va pouvoir rejouer les messages en cas de problème. Également, Kafka nous apporte un truc, il nous apporte le fait d'être ordonné. Et si on reçoit deux prix, on va être sûr qu'ils soient traités dans le même ordre. Derrière, on va avoir l'intégrateur qui va finalement stocker la donnée en base et notifier un nouveau module pour dire, voilà, la donnée a changé, il faut que tu recalcules cette offre. Ici, on n'a pas pris un Kafka. Pourquoi? Parce que généralement en architecture, les composants ont les défauts de leur qualité. Un peu comme les gens dans la vraie vie. Les optimistes vont avoir tendance à être naïfs, etc. Et Kafka, le problème, c'est que ce que je dis juste avant sur l'ordre strict, ça a une conséquence. C'est que si votre message, vous n'arrivez pas à le traiter, ou qu'il met du temps, toute la partition est bloquée. Si vous avez fait du Kafka et vous avez dû gérer les erreurs, les retries, les back-off, les delq, vous savez de quoi je parle. Enfin, on a le builder qui va concrètement construire l'offre et qui va l'envoyer dans un autre Kafka. Cette fois, l'objectif de ce Kafka, c'est de l'ouvrir au monde, avoir d'autres consommateurs qui vont pouvoir le consommer. Et encore une fois, on va bénéficier de la persistance pour les nouveaux qui arriveraient. Alors, ça marche très bien. C'est performant et on a des key features qu'on utilise. On s'est posé la question surtout pour le PubSub au milieu parce que finalement, les features qu'on utilisait n'étaient pas satisfaisantes. Il nous manquait du tracking, il nous manquait la capacité de monitorer ce qui se passait, de rejouer les messages, etc. Et c'est généralement la règle. Sur les brokers, si vous avez énormément de performance, vous le perdez en lisibilité. Et vous êtes finalement obligé de mettre une infrastructure en plus et de développer des outils spécifiques pour le manager. En plus de ça, qui dit infrastructure en plus, dit en faire du dual write. Le dual write, c'est un problème qui se pose quand vous devez écrire dans une base de données et envoyer une notification. Ce qui peut se passer, c'est que vous modifiez votre stock en base, vous devez envoyer un message au client pour dire que cette commande est prête ou à la logistique pour le préparer, et le serveur crash, le réseau crash, le Kafka crash.
Ce qui se passe, c'est que vous avez un état incohérent dans votre base. Le stock a diminué, mais aucune commande n'est partie. C'est exactement ce qu'on a au milieu, hein, d'ailleurs, au niveau du PubSub. OK. Maintenant, j'ai envie de réhabiliter la base de données. Donc, on va implémenter et voir ce qu'on pourrait faire avec. L'idée ici, c'est vraiment de faire une version simple. Le but, c'est de réduire la complexité de l'applicatif et, pourquoi pas, obtenir des features en plus. Alors, on a besoin de quoi? On a besoin d'un modèle minimal. On a besoin d'un objet pour transporter notre message. Donc ici, je suis sur MongoDB, on est en base document. Et donc, on va avoir besoin d'un type. Le type, c'est concrètement en fait notre topic. Ça va nous permettre d'exécuter différents types de jobs. On va avoir un statut qu'on va faire vivre au long de la vie du job. Le payload qui va être le contenu pour nous permettre de le réaliser. Et ensuite, des métadatas, par exemple la date de création. On n'a pas besoin de plus pour démarrer. Ensuite, on a besoin d'un moteur d'unicité. Bah oui, si on veut scaler, en fait, il ne faut pas que plusieurs workers prennent le même job. Et pour ça, on va utiliser simplement un find one and update de Mongo qui nous garantit de l'atomicité dans la requête. On prend un élément, on le met à jour, on le renvoie. Si on a plusieurs workers qui arrivent, on est sûr qu'un seul aura le même job au même moment. Et enfin, on a notre document, on a une manière de le récupérer de manière atomique, il nous faut quelque chose pour orchestrer ça. Pareil, on va faire simple, pas de librairie, pas de framework, une boucle for, on démarre nWorker en thread virtuel, et ces workers vont simplement prendre un job, le traiter, le mettre à jour et continuer. Ah, il fait du pooling. Alors, il n'y a pas de mal à faire du polling. Je pense que quand on est arrivé avec tout le système événementiel, c'était génial. Ça a complètement changé la donne et la manière de faire des infrastructures. Mais finalement, on a un peu bâché ce qui existait, que ce soit le polling ou le batching. On s'est dit, ah bah, du coup, c'est beaucoup mieux, donc on ne l'utilise plus. Non, il n'y a pas de mal à le faire. Généralement, ce qui est reproché au polling, c'est deux choses. La première, c'est si on n'a pas beaucoup de messages en base, bah, finalement, on va demander un message, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et on va finir par faire un DDoS sur notre propre base. Le deuxième, on l'a vu, on lock le job. Le problème, c'est que si le serveur crash, et ça arrivera en prod, c'est sûr, on se retrouve avec un orphelin en base. Alors, comment on résout ça? On va le résoudre simplement. Pour le polling, on va faire ce qu'on appelle un exponential backoff. On va demander la donnée, on va la traiter. Si on en demande une et qu'on n'en a pas, on attend un petit peu, 10 millisecondes, puis 20 millisecondes, puis 40, etc., jusqu'à arriver peut-être à 1 seconde, et n'avoir finalement plus qu'un ping qui serait ultra réactif. Pour les zombies, on n'oublie pas, on travaille avec les statuts. Et du coup, c'est juste un statut. Si notre job dure entre 200 millisecondes et 1 seconde, on peut clairement considérer qu'un job qui dure depuis plus de 60 secondes, 1 minute, est mort, est un zombie. Et donc, en fait, dans notre requête initiale qui vient sélectionner les éléments à traiter, on va à la fois prendre les jobs en pending et ceux qui sont démarrés depuis plus d'1 minute. Et c'est à peu près tout. On a une collection de jobs, un moyen de la récupérer de manière unitaire, une boucle for pour orchestrer et un peu de sécurité pour lisser le tout. Et ça répond déjà à la majeure partie de nos utilisations. OK. Généralement, quand on prend un broker, on a besoin d'autres choses. On a des problématiques métiers qu'on doit régler. Alors là, on va voir, avec ce niveau de design, qu'est-ce que ça nous apporte. Déjà, on a parlé du dual write. Et en fait, le problème du dual write a complètement disparu, puisqu'on est dans le même système, la même infrastructure. En plus de n'avoir pas à mettre une nouvelle infrastructure, on n'a pas de problème à synchroniser nos deux appels. On l'encapsule dans une transaction, et si l'une fail, l'autre également. Et dans le cas où vous auriez quand même besoin d'envoyer sur un Kafka, en fait, ce qu'on vient de construire, c'est ni plus ni moins qu'un notebox pattern. Vous pouvez très bien créer un job dont le but est d'envoyer dans Kafka, et ça vous résout le dual write de base. Généralement, quand on pense à une queue et une file, on pense ordre de priorité. First in, first out. Et encore une fois, on a juste un document base et une requête qui gère à peu près tout. Et donc là, on a simplement besoin de trier la base par date de création. Une petite limite cependant, c'est un ordre approximatif. Si vous avez n workers qui travaillent en parallèle, localement, vous pouvez avoir certains jobs qui se finissent avant d'autres. Si c'est problématique, dans ce cas-là, il faut partir sur une solution qui vous promet un ordre strict.
Parfois, la date de création, elle ne suffit pas. Je prends l'exemple du pricing, on a des batchs qui tournent, on a des grosses salves qui arrivent, et des fois on a des humains qui viennent nous pousser un prix. Cet humain, on veut qu'il soit prioritaire. Pour faire ça, on a simplement à nouveau à rajouter un champ dans le document. Une priorité et un tri au moment où on vient récupérer les éléments. Et ça nous garantit que nos éléments prioritaires passeront avant tous les autres. Encore une fois, on ne fait rien de fou, on rajoute un champ et on trie dessus. La déduplication. Ceci, c'est une feature qui est assez compliquée sur les brokers. Et à raison, parce que c'est quelque chose qui est coûteux. Pour dédupliquer, il faut indexer. Ensuite, il faut rechercher. Ensuite, il faut supprimer. C'est pour ça que la plupart des brokers ne le proposent pas, parce qu'à la place, ils vous proposent des performances. Ici, encore une fois, un index d'unicité nous permet de garantir que les éléments seront uniques. Et en plus, comme on est en Mongo, un bonus, c'est qu'on va être en mesure d'indexer partiellement les champs, notamment les champs du payload. Ça va être très pratique. Alors évidemment, on a besoin de gérer les erreurs. Gérer les erreurs, c'est assez naturel. Finalement, quand on réussit un job, on le passe en done. Quand il échoue, on le passe en fail et on incrémente un compteur d'usage. Et encore une fois, on est sur un document. Donc finalement, quand on le passe en done, on peut y ajouter ce qu'on veut. Le rapport d'exécution, le temps d'exécution. Pareil en cas d'échec. Qu'est-ce qui a fail, qui me permettrait derrière de le récupérer. Derrière, on va voir réessayer, et on va prendre la même démarche que les zombies. Finalement, quand on veut un job, on veut à la fois les pending, à la fois ceux qui sont loqués depuis trop longtemps, mais également ceux qui sont en erreur et qui n'ont pas dépassé le compteur d'erreur maximum. L'exponential back-off. Alors forcément, quand on retry, généralement, c'est parce qu'il y a eu un problème réseau, un problème d'API tierce. Et donc, si on retry directement, on va avoir la même problématique. On va fail, on va fail, on va fail, on va cramer tous nos compteurs et le job va passer à mort. Alors ici, on va également implémenter un exponential back-off. Au moment de remettre le job à fail, on va lui dire « Ok, mais tu redémarres qu'à partir de telle date. » Et on va augmenter ça. Encore une fois, un simple champ qui nous permet de débloquer une feature majeure. Et en bonus, en fait, là, ce qu'on vient créer en gérant cet exponential back-off, c'est ni plus ni moins qu'un départ différé. Oui, parce qu'à partir du moment où vous avez un champ qui vous permet de démarrer le job plus tard, si vous voulez envoyer un mail à 8 h du matin, c'est ni plus ni moins qu'un job avec une date à 8 h du matin. Les dead letter queues. J'ai vu beaucoup de projets sur Kafka où finalement les dead letter queues finissent dans une base de données. Et à raison, parce qu'on ne sait jamais quoi en faire. On fait un topic pour des bonnes consciences, on finit par développer des outils qui permettent de rejouer, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on rajoute des headers pour mettre les informations. Ici, encore une fois, la dead letter queue, c'est juste un statut sur lequel on peut filtrer. Et derrière, comme on est dans une base de données, on a accès à tout ce qu'on veut pour débugger. Retrouver les jobs morts, retrouver les jobs lents. Et en plus, si vous avez ajouté tout ce qu'il vous faut en termes de rapport d'erreur, rapport d'exécution, ça vous permet aussi derrière de retrouver des choses un peu plus critiques. Et vous permet notamment de faire du rejeu chirurgical. Oui, parce qu'encore une fois, on a fait simple. On a uniquement un document. Et donc, rejouer un document, c'est ni plus ni moins que le repasser en pending. Et on va pouvoir dire, voilà, rejoue-moi les jobs qui sont morts entre telle date et telle date, pour la catégorie vélo, par exemple. Et tout ça, c'est directement donné par le design de base. On n'a rien implémenté de plus. Et enfin, le monitoring et l'audit, forcément, vous avez accès aux agrégations, vous avez accès à tout ça. Donne-moi les différents types de jobs, donne-moi les temps d'exécution, donne-moi les jobs les plus lents, etc. Et au final, toute l'intelligence est portée par cette seule et unique query. Avec ça, avec un document, une query de récupération et une boucle for, vous avez un système de queue dans votre infrastructure qui vous donne l'atomicité, le self-healing, l'outbox, la priorité, le différé, la déduplication, le retry, la DLQ, le rejet ciblé, le monitoring. Et au vu de la simplicité du système, vous êtes sans doute en mesure d'inventer de nouvelles features.
Alors maintenant qu'on a parlé de ce qui allait bien et ce qui le rendrait si fort, parlons un peu des limites et de l'arbitrage. Alors déjà, on a parlé. Comme je vous l'ai montré, sur l'architecture de pricing, on a plusieurs consommateurs. Si vous voulez simplement scaler et avoir plusieurs workers, c'est natif. Votre pod peut avoir n workers à l'intérieur. Vous pouvez même mettre n pod, il n'y aura aucun problème. Vous pouvez aussi scaler par rapport au type de job. Si par contre vous voulez faire du 1 to n, ce que fait très bien PubSub, eh ben, ça ne convient pas forcément bien. Vous pourrez ruser, dupliquer le job, ajouter plusieurs statuts, mais ça reste quand même limité. Enfin, si vous voulez l'ouvrir à l'extérieur, ce n'est pas une bonne solution. Gardez un broker classique comme Kafka. Néanmoins, vous pouvez toujours utiliser cette solution pour faire votre système.box et l'envoyer sur Kafka. On a parlé de l'ordering. L'ordering, c'est la même chose. On a du best effort. Globalement, vos messages vont être ordonnés. Par contre, si vous avez besoin d'un ordre strict, utilisez une technologie qui vous le promet. Kafka le fait très bien. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire de ne pas utiliser les brokers. Vraiment, l'idée, c'est d'arbitrer les choix et comprendre ce qui est le mieux pour votre situation. On l'a vu, tout dépend un peu de la query qu'on a construite. Ce qui veut dire que les performances de votre système vont dépendre aussi de la qualité de vos index. Et donc, il va falloir le monitorer, faire des explains. Et d'ailleurs, la requête qu'on a faite, finalement, je la trouve pas si bien. Pourquoi? Parce qu'on a un OR avec 3 clauses différentes. On a du tree, on a du range de date. Et ça, c'est super compliqué à indexer. En plus, si on veut rajouter des features, en fait, on risque aussi de tomber du côté où l'index ne tient plus et être vite en galère. Et généralement, une bonne pratique en archi, c'est essayer de sortir le chemin critique. On aime bien, en tant qu'ingénieur, faire un modèle parfait qui gère tout d'un coup. Mais finalement, en fait, on paye le prix généralement de la complexité de ce qu'on a créé. Donc là, on va essayer d'améliorer ça. Globalement, on a le pending qui est vraiment notre cas nominal, qui représente foncièrement 99,99% de ce qu'on va récupérer. Donc, on va essayer de sortir les deux autres. Pour les zombies, c'est vraiment quelque chose qui n'arrive pas souvent, mais ça arrive en prod. On va le sortir complètement et on peut imaginer un cron qui va ponctuellement se réveiller, prendre les zombies et les remettre dans la file, en leur ajoutant peut-être un rapport d'erreur, une note pour qu'on puisse suivre la chose. Ça, c'est fait. On ne l'a plus dans la requête. Pour les jobs en fail, finalement, le statut fail, il n'a pas vraiment de sens, parce qu'on a déjà le compteur d'erreur qui nous dit qu'il a été échoué. Donc, au lieu de le mettre en fail et que ce soit la query qui récupère, qui l'analyse, le worker va simplement, s'il a encore des compteurs d'essai, le remettre à pending en rajoutant le rapport d'erreur et le compteur d'échec. On délègue cette responsabilité. Ce qui fait qu'à la fin, il ne nous reste plus qu'une query ultra rapide qui donne toujours toutes les features qu'on a vues au préalable et qui est très facile à indexer. Ok, maintenant on va parler un petit peu chiffres. Pour quel type de problématique ça convient? Vous l'avez vu, à chaque fois on fait un appel Mongo. À l'aller pour récupérer le job, au retour pour le mettre à jour. Ça va faire un overhead de réseau, un overhead Mongo. Et donc forcément, ça a un coût. Et donc on va vite se rendre compte que sur les jobs très courts, ça n'a peut-être pas de sens de rajouter toute cette surcharge. Si on fait de l'IoT, on n'a pas besoin de rajouter tout ça autour. Parce qu'on a peut-être moins besoin aussi d'aller dans le fin grain pour monitorer les éléments. Là, ici, ce qu'on voit, le shift theory qui est entre parenthèses, si vous avez un job qui dure 100 millisecondes, un worker pourra au maximum en traiter 10 par seconde. Et si vous avez 100 workers, votre débit théorique maximum est de 1000 par seconde. Et donc pour 50 millisecondes, pour 100 millisecondes, on arrive à 910, qui fait 91%. Donc on voit que ça s'effondre complètement sur les jobs très courts, et on verra pourquoi ensuite. On va prendre le cas nominal, le cas des 50 millisecondes, et voir comment ça se comporte. On suit parfaitement la courbe, et on est très content. Donc là, pour info, à 100 workers, on est à peu près à 1800 messages, 2000 messages par seconde. Ça représente à peu près 1 million de jobs traités en 8 minutes. Ce qui est globalement, pour la plupart de nos architectures, largement suffisant. On va essayer d'aller plus loin. On va étendre un peu la courbe et voir comment ça se passe quand on augmente le nombre de workers.
On a un petit problème. On se rend compte qu'à partir de 100 workers, on dévie complètement de la courbe. Et c'est d'autant plus frappant si, au lieu d'avoir une courbe en absolu, je l'affiche sous forme d'efficacité. On va voir le système complètement s'effondrer, passer un mur complet aux alentours de 2000 par seconde. Et bien, du coup, il faut creuser. Qu'est-ce qui peut se passer? En architecture, il n'y a rien de magique et il n'y a rien de gratuit. Dans les différents éléments qu'on a mis, on a un moteur d'unicité qui est dédié à MongoDB, le Find One and Update. Et comme je le disais, il n'y a pas de magie. Le problème existe toujours, c'est juste que ce n'est pas nous qui avons à le régler, c'est Mongo. Et comment fait Mongo? Eh bien, à bas niveau, il applique un log sur le document pour garantir que personne ne le prendra en même temps. Et ça a un coût. Ça veut dire que si 5 workers arrivent en même temps, le premier va avoir le document, les 4 autres vont échouer. Mais ça va, Mongo retry par lui-même. Les 4 autres vont chercher un document, le premier va le trouver, les 3 autres vont échouer, et ainsi de suite. Et on génère comme ça de la contention. Cette contention, on peut la mesurer. Si on relance les benchmarks en monitorant un petit peu Mongo, on va voir ça. Ça, c'est la courbe de contention. La courbe qu'on voit là, c'est le nombre de conflits qu'on obtient par opération. Et on voit qu'en fait, à 500 messages, on est à presque 16 conflits par opération. C'est énorme, ça génère du CPU, ça génère de la latence, et ça fait que notre débit finit par être borné, et notre système se secoue un petit peu. Alors, comment on peut faire pour régler ça? On a plusieurs solutions. La première solution, c'est de faire du batching. On l'a dit, actuellement, on fait un aller-retour à chaque fois pour la Mongo pour récupérer un élément. Ce qu'on pourrait faire, c'est à la place en récupérer plusieurs. Ouais, il se trouve que Mongo n'a pas de find many and update. C'est un peu gênant. Du coup, il va falloir faire différemment. Réserver des documents, on ne sait pas combien, à notre nom de worker, puis demander les ID qu'on a trouvés, et ensuite les dispatcher dans une queue interne pour les workers. Ça marche très bien, mais ça amène quand même beaucoup de complexité. On l'a dit, le but, c'est d'avoir un système simple, maintenable et lisible. Il y a une deuxième solution qui est possible. Cette solution, c'est le bucketing, le partitionnement. C'est quelque chose que fait très bien Kafka. Kafka a des partitions, et donc chaque message va arriver dans une partition pour garantir à la fois qu'ils seront traités un à un, mais aussi ça limite la contention. Donc on pourrait faire quelque chose comme ça. Le problème, c'est que Kafka, en fait, il ne le fait pas tout seul, ce truc-là. Il est un orchestrateur, et quand un nouveau worker se connecte, il dit « Stop, on reprend. Toi, tu vas prendre le 1, toi le 2, et toi le 3, 4. Allez, vous pouvez reconsommer. » Et ça paraissait lourd, c'est complexe. On n'a pas envie de ça. Mais on va garder l'idée. Ce qu'on peut faire, c'est déterminer des casiers. Et finalement, un casier, c'est juste un numéro. Et donc, sur le job, on va rajouter un numéro. Entre 1 et 4, 1 et 16, peu importe. Donc, chaque job va avoir un numéro généré aléatoirement. Et pour nos workers, en fait, on va faire la même chose. On n'a pas besoin d'être parfait ici. Nos workers, avant de prendre un job, ils vont générer un nombre entre 1 et 16 aléatoirement et dire donne-moi un job qui est dans le casier 16. Statistiquement, sur la masse, les casiers vont se vider plus ou moins à la même vitesse. Et donc ça, on peut l'implémenter, on peut relancer nos benches et voir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on récupère la courbe originale. On arrive à monter sur cette simulation aux alentours de 5 à 6 000. 5 à 6 000, c'est l'équivalent de 1 million de messages traités en 2-3 minutes. On peut de la même manière remonitorer Mongo pour voir ce qu'il nous propose. Et on voit que la courbe des contentions a été complètement résolue. Là encore, on aurait pu faire le batching et ça aurait très bien marché. On a préféré opter pour une solution plus simple, plus lisible. Comme toujours, il y a toujours dépendant. On a mis des casiers. Qu'est-ce qui se passe quand on a peu de messages? Finalement, on va aller dans un casier, il n'y aura rien, on va réessayer, on va faire plein d'appels inutiles. Ça, pareil, on peut le mesurer facilement, pas besoin de benchmark, c'est des stats. Ah oui, non, pardon. Petit aparté, je me suis posé la question du nombre de casiers nécessaires pour bien faire le job. Globalement, passer un nombre de casiers, il n'y a plus trop de changements. Les contentions sont tellement minimes qu'elles n'ont plus d'impact sur le système. Aux alentours de 32, on obtient 98% du gain et ça devient relativement marginal. J'ai aussi essayé de faire un nombre de casiers adaptatif par rapport au nombre de workers.
Pareil, on finit par atteindre un plateau aux alentours de 5 à 6 000. Et après, on est plutôt sur du scaling vertical, donc augmenter la taille du serveur, augmenter la taille de la Mongo pour obtenir des pertes suffisantes. Et donc, je parlais du pendant, du backlog faible. On peut le mesurer facilement. Finalement, c'est des stats. Si on a peu de messages dans les casiers, en fait, on va avoir plein d'appels qui vont être inutiles et potentiellement, le message va rester un peu bloqué. Là, pareil, on ne fait pas de magie. On essaie d'être un petit peu malin et de rajouter une petite subtilité. On n'a pas des casiers physiques. On a juste un ID sur le document. Et donc, de ce fait, la première requête, on l'a fait dans un casier qu'on a généré aléatoirement. Si on ne trouve rien, on dit juste donne-moi un message, peu importe le casier. Ce qui va nous permettre de vider les casiers complètement et ensuite repartir en exponential backoff. Évidemment, votre base va grossir petit à petit. Donc, il faut la garder saine. Pour ça, vous avez plusieurs options. Index.ttl côté Mongo. Donc, simplement un index que vous mettez sur un champ date. Vous lui donnez la durée de vie. Et c'est Mongo qui va se charger de venir retirer les éléments au fur et à mesure. Vous avez aussi Unlive Archive. Unlive Archive, il est géré par Atlas, pas par Mongo directement. Donc Atlas, c'est la plateforme cloud de Mongo. Ce que ça fait, c'est que par rapport à une date, ça va venir sortir le document de la base complètement et le mettre dans un glacier, un S3 ou autre sur les autres providers. L'avantage de ça, c'est que votre document, il n'est plus en base du tout. Il pèse plus sur le stockage, il pèse plus sur les index. Et il coûte un coût minime dans un cold storage. Deuxième avantage avec l'Unlive Archive, c'est que vous êtes quand même en mesure de le récupérer facilement. Ce que propose Mongo, c'est une connection string qui va vous permettre, en un appel, d'aller à la fois chercher dans le chaud, dans la base de données, et dans le froid. Là, c'est utile pour les jobs, mais c'est très utile, par exemple, sur les commandes. C'est un peu ce que vous voyez sur Amazon. Quand vous allez voir vos commandes, vous allez voir le mois en cours, et quand vous cliquez sur voir plus, finalement, en fait, il va chercher dans le glacier les commandes qui, finalement, ne sont jamais demandées. Pour finir, une grille de décision pour permettre d'arbitrer. Vous l'avez vu, on a gagné beaucoup de choses. On a gagné de la gestion de priorité, on a gagné de la lisibilité, on a gagné du départ différé, on a gagné le fait de ne pas avoir d'autres architectures à monter, à maintenir, à arbitrer. Sur le débit, on atteint des performances qui, selon moi, sont très satisfaisantes pour la majorité des sujets. Les sujets de pricing que je vous ai montrés tout à l'heure, ça tient très bien. Si vous commencez à tuner le système beaucoup trop, à mettre des coups de tournevis, à vous plaindre des perfs, etc., c'est peut-être que la performance est un des critères privilégiés dans le choix de votre système. Et à ce moment-là, il faut considérer revenir sur un broker. Pour la consistance métier, vous pouvez l'utiliser, comme je l'ai dit, pour votre hotbox pattern, même si vous utilisez un autre broker. Pour les consommateurs, globalement, si vous faites du 1 à N ou des consommateurs externes, utilisez un broker dédié. Et enfin, pour l'ordering, si vous avez besoin d'un ordering strict, prenez un broker qui vous le permet. Le message de stock, ce n'est pas de dire la base de données, c'est mieux. Ce n'est pas ça. C'est de dire en architecture, une bonne architecture, c'est un arbitrage assumé. Donc prenez vos infos. Dans tous les cas, il n'y a rien de magique. Ce que vous gagnez en perf, vous le perdez généralement en fonctionnalité. Et à la fin, ce n'est pas le plus puissant qui gagne, c'est le mieux adapté. Je vous remercie.